En gros, pour me présenter, je m'appelle Albert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je travaille sur beaucoup de choses. J'ai commencé mes études en travaillant sur les troubles anxieux en tant que psychologue à la Pitié-Salpêtrière. Et plus récemment, il y a quelques années maintenant, j'ai fondé une structure qui s'appelle Chiasma, où on s'intéresse à comment ce qu'on appelle la population générale, donc c'est plus vraiment une population nécessairement clinique, s'intéresse comment est-ce que la population générale forme des opinions, comment est-ce qu'on appréhende en gros le monde. En gros, comment est-ce qu'on interface pour pouvoir interagir avec le monde, soit avec les autres, avec nos propres pensées, etc. Comment est-ce qu'on forme des opinions, pourquoi est-ce qu'on change d'avis, pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'avis, et comment est-ce qu'on peut faire société ensemble quand il semblerait que chacun d'entre nous a aujourd'hui sa propre réalité en faisant fi un peu de cette réalité commune. Et donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais en grande partie de comment est-ce que l'incertitude vient moduler euh, nos mécanismes d'appréhension du réel, notamment quand cette incertitude est due à quelque chose comme un virus, comme le Covid-19. Mais avant de commencer à parler vraiment de l'incertitude du Covid-19 et tout ça, j'aime bien toujours commencer par une question qui paraît un peu absurde comme ça, mais vous allez voir que j'ai une raison, j'espère, qui sera bonne euh, pour, euh, pour, pour introduire le sujet. Et cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose? Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on ne pense pas tous la même chose? En gros, souvent, quand je pose cette question, euh, il y a deux réponses qui reviennent le plus souvent. La première, c'est que, et comme Anthony vient de dire, on a tous une expérience différente de la vie. En gros, pour reformuler ça avec les termes qu'on utilise en recherche, on n'a pas le même environnement. Euh, donc, on n'a pas les mêmes sources, les mêmes repères, tout ce que vous êtes en train de dire, des expériences relativement uniques. On a été éduqué, formaté différemment, etc. Donc, ça, c'est une raison qui est tout à fait valable. Et la deuxième raison qu'on donne souvent, c'est ce que B. Comte vient de dire. On a des facteurs génétiques différents. Et donc, souvent, c'est ces deux interactions. On a des gènes qui sont différents et on ne grandit pas dans le même environnement, un environnement qui est différent. Et quand on prend des gènes qui sont différents et un environnement qui sont différents et on les met ensemble, ben on va avoir une grande variabilité de personnes qui ne réfléchissent pas de la même manière. Par contre, il y a une troisième raison. Et c'est cette troisième raison qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et pour comprendre cette troisième raison, je veux qu'on fasse une sorte d'expérience de pensée. Je veux qu'on imaginez que moi, quand je suis né avec un frère jumeau. Donc déjà, le frère jumeau, c'est pour éliminer les différences génétiques. Vous rappelez-vous, il y a deux raisons qu'on a évoquées, les différences génétiques et les différences environnementales. Donc l'influence sociale, tout ça, ça rentre dans les différences environnementales. Donc je suis né avec un frère jumeau, donc on a le même matériel génétique. Et quand on est né, un peu comme pour La Belle au bois dormant et les contes de fées, une sorte de magicien ou de magicienne ou de fée ou de démon est venu et nous a mis une sorte de sort sur moi et mon frère jumeau qui fait que, un, pour le monde extérieur, on est juste une personne. On ne le voit pas, mon frère jumeau, et moi non plus, je ne sais pas qu'il existe. Et deux, on ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre de plus de 1 mètre. Donc pour tout le monde à l'extérieur, moi et mon frère jumeau, on est une seule personne. Et pour moi et pour mon frère jumeau, on ne sait pas que l'autre existe. Et le but de cette expérience de pensée, c'est d'éliminer le facteur génétique et d'éliminer le facteur environnemental. Le seul facteur environnemental qui reste, c'est qu'on est à 1 mètre de différence l'un de l'autre. On a une sorte de cercle et on ne peut pas s'éloigner plus que 1 mètre. Mais du coup, on va avoir les mêmes interactions sociales relativement. On va être éduqués dans la même maison avec les mêmes parents qui vont nous habiller de la même manière vu qu'ils pensent qu'on est juste une seule personne. On mange la même chose, on regarde les mêmes films, on fait les mêmes études, on va au cinéma, on voit les mêmes films, etc. Mais on est deux personnes. Et c'est très important de garder en tête qu'on est deux personnes. Est-ce que ces deux personnes vont avoir la même pensée? Est-ce qu'ils vont penser la même chose? Et l'idée que j'essaie d'introduire, c'est que même quand on contrôle pour les facteurs environnementaux autant que possible et pour les facteurs génétiques autant que possible, de ce qu'on sait de comment fonctionne notre cerveau, probablement on ne va pas penser la même chose. Et pourquoi on ne va pas penser la même chose est dû à une sorte de limitation biologique qu'on peut résumer avec 3 points. La première, le premier point, c'est que ma perception est partielle, c'est que d'un point de vue perceptif, je ne peux pas tout voir. Euh,
on n'a pas l'interaction, on n'a pas les ressources nécessaires, pardon, dans notre cerveau pour pouvoir tout voir. Deux, notre attention est limitée. Je ne peux pas faire attention à tout. Et l'interaction entre ma perception et mon attention, je peux rajouter que ma mémoire est limitée. Je ne peux pas me rappeler tout. Et trois, le monde est très très complexe. Il y a énormément de variantes. Par exemple, si je prends ce livre, d'ailleurs que je recommande, qui est sur l'incertitude, par contre c'est un livre académique, donc il faut un minimum de connaissances. Si je vous dis de lire ce paragraphe, vous le lisez tous, et après je vous demande de le répéter, vous ne pouvez pas, on ne peut pas stocker tout de manière genre fidèle à ce qu'on a vu. On fait des choix en permanence. Vous allez peut-être vous rappeler d'une phrase, mais quelqu'un d'autre d'une autre phrase. Et du coup, moi et mon frère jumeau, qui avons grandi dans le même environnement, qui ont le même matériel génétique, si on va au ciné voir le même film, un film, ça dure, je ne sais pas, 1 heure et demie ou deux, on ne va pas retenir tout le film. Chacun de nous va se rappeler de certaines parties et pas d'autres. Moi, je vais peut-être cligner des yeux et lui pas. Moi, je vais peut-être mettre ma main dans le popcorn alors que lui, il est en train de regarder la scène. Quand on discute ou qu'on va à une soirée avec des potes, moi, je vais me souvenir de certains événements de la soirée et lui d'autres. Et donc, on va commencer à bifurquer. C'est un livre en anglais, il s'appelle Surfing Uncertainty de Andy Clark. C'est sur le processing prédictif de notre cerveau. On parlera un peu de son modèle théorique sur la prédiction. En gros, c'est un livre pour ceux que ça intéresse et qui s'y connaissent un peu. Le coût d'entrée est un peu élevé, donc il faut s'y connaître un peu en neurosciences euh, ou en psychologie cognitive ou en psychologie généralisée. Et c'est un nouveau modèle théorique sur comment notre cerveau est une sorte de machine de prédiction et qui parle aussi de ce qu'on appelle la cognition incarnée. Comment est-ce qu'on fait sens à partir des fonctions, des informations qui viennent de l'extérieur, mais aussi des informations qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur du cadre. Andy Clark est un très très bon chercheur sur ces sujets pour ceux que ça intéresse. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne se rappellerait pas de la même chose si on n'a pas le même cerveau? Parce qu'on ne verra pas aussi la même chose. On ne va pas cligner en même temps. Je vais peut-être, moi, éternuer et lui pas. Je vais peut-être, moi, être en train de regarder. On est à une soirée, on est à 1 mètre de différence. Moi, je suis en train de regarder deux personnes qui discutent dans un coin de la pièce et lui est en train de regarder ailleurs. Et on n'a pas une perception totale. Donc, si je suis dans une pièce, si on est tous là dans une même pièce, on n'a pas on ne stocke pas toutes les informations. Si on pouvait stocker toutes les informations de la Terre, tous, on penserait probablement de manière beaucoup plus similaire. C'est juste qu'on ne part pas du même. On lit, par exemple, vous lisez demain Surfing Uncertainty, on décide d'en discuter. On a tous lu le même livre, mais on ne se souvient pas tous de tout. Et donc, on va bifurquer selon quelle partie est plus pertinente pour moi ou pour vous. Par exemple, imaginez que moi, je deviens médecin parce que mon grand-père a une maladie très, très grave. Et du coup, je me dis, il faut que je le sauve ou que plus personne ne meure de cette maladie. Je vais me motiver pour faire médecine. Vous, si vous avez personne dans votre famille qui a cette maladie, vous vous en foutez. Même pas, c'est même pas que vous vous en foutez, vous savez même pas qu'elle existe. On ne peut pas être au courant de tout ce qui existe dans le monde parce qu'on a des ressources biologiques limitées. Si on pouvait être au courant de tout, si à chaque fois qu'on discute de quelque chose, on a tous en tête tous les éléments qui sont pertinents à cette question, probablement on pourrait arriver à beaucoup plus de consensus que maintenant. Mais c'était important pour moi de vous expliquer cette limitation biologique, physiologique du cerveau, parce que pendant longtemps, on a séparé le corps de l'esprit et on a laissé s'installer un récit que notre corps a une limite, je ne peux pas sauter par la fenêtre, je ne peux pas porter une voiture, mais que notre esprit, lui, il n'a pas de limite. On peut débloquer ses capacités, qu'on utilise à peine de notre cerveau et qu'on va le débloquer et devenir genre des êtres parfaits. Et ce n'est pas vrai, nos limitations biologiques sont infiniment plus importantes que notre corps, c'est juste que notre cerveau fait un super bon travail pour qu'on ne prend pas conscience de ça. Pour vous montrer combien nos ressources sont limitées, c'est pour ça que ce jeu est très difficile. Ce jeu est très difficile parce que les stimuli sont très petits, on a une attention assez limitée, on a une perception partielle, et donc il faut qu'on passe nos yeux sur chaque visage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est Où est Charlie? Où est ma souris? Une seconde, je cherche ma souris. Il faut que vous fassiez chaque visage l'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre. Est-ce que c'est Charlie ou pas? Oui, non, le temps de trouver. Alors qu'une machine qui a des ressources un peu plus limitées que nous, euh, oh, pardon, euh, regardez, c'est une machine qu'on a entraînée à faire. Je vais mettre le son. C'est une machine qu'on a entraînée à reconnaître Charlie. Donc Charlie en anglais s'appelle Waldo. C'est pour ça que vous voyez Waldo. Donc on lui donne une main, l'équivalent d'un œil et d'une main,
Et regardez ce que la machine fait, elle peut interpréter tous les visages d'un coup. Bim, et elle dit, voilà où est Charlie. Et le jeu devient complètement absurde pour une machine de lui demander où est Charlie, alors que elle a des ressources attentionnelles plus importantes que nous. On peut nous faire ce que fait la machine, mais pas avec ce jeu-là. Par exemple, imaginez que moi je prends une table, je vous mets sur une table 100 pommes et une banane, et je vous dis trouvez la banane. Vous allez la trouver hyper bien. Ce qu'on a fait entre ce jeu, trouver Charlie et les pommes et les bananes, c'est qu'on a juste agrandi le stimuli, et donc notre attention a plus de ressources pour pouvoir faire la tâche, et ça devient très très facile. Et du coup, ne pas pouvoir prendre tout en compte, je remets juste le chat au cas où quelqu'un a dit quelque chose. Quand je regarde en haut, là, c'est parce que mon deuxième écran est ici. Donc, c'est pour ça. Et du coup, ça pose une question. Je ne sais pas pourquoi le chat, des fois, il apparaît et des fois, il n'apparaît pas. Et là, il n'est pas en train d'apparaître. Ok, super. Personne n'a rien posé de toute façon. Et du coup, cette incapacité à garder en tête beaucoup d'informations pour pouvoir traiter des informations qui sont souvent complexes nous soulève une autre question assez fondamentale pour notre espèce et qui est tout un champ de travail qui s'appelle l'épistémologie. C'est du coup comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce qu'on sait des choses. Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de moyens d'acquérir de la connaissance. On faisait ça un peu à la louche. On appelait ça la réflexion intuitive. C'est-à-dire, si quelque chose nous semble être logique, on l'accepte. Si quelque chose nous semble être illogique, on ne l'accepte pas. Et ça a donné naissance à plusieurs pratiques. Par exemple, la pratique la plus utilisée en médecine pendant très, 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 très longtemps était partie d'un d'une pensée intuitive, et c'était, je pense que tout le monde connaît, c'était la saignée. En gros, la saignée, ça part de ce point de vue qui dit, j'ai une maladie dans mon corps, le plus simple pour soigner une maladie dans le corps, bah, c'est de couper, de faire couler, d'attendre que la maladie sorte, et après espérer que ça va aller mieux. Et on a fait ça pas pendant 100 ans, pas pendant 50 ans, mais on a fait ça pendant à peu près 2000 ans. 2000 ans où la la ligne de défense principale de la médecine, c'était la saignée. Et si on se met dans la peau ou dans la tête d'un médecin en 1560, on peut très facilement comprendre pourquoi la saignée a tenu tellement de temps dans notre histoire. Imaginez que moi j'ai un rhume, je vais voir le médecin voit que j'ai un rhume, il me dit bah, tu es malade, il va falloir qu'on fasse tomber la maladie de ton corps. Du coup, il me saigne, on fait couler un peu de sang, on attend quelques jours, au bout de quelques jours, je vais aller mieux. Je vais aller mieux parce que mon système immunitaire a combattu le rhume. Mais le médecin, il ne sait pas ça. Et moi non plus, je ne sais pas ça. On ignorait l'existence du système immunitaire. Il va se dire, chouette, la saignée, ça marche. Et quand il tombe sur des maladies sur lesquelles la saignée ne marche pas, il se dit, bah, je saigne, le patient ne va pas mieux, je ressaigne, le patient ne va toujours pas mieux, je ressaigne, le patient ne va toujours pas mieux. Le patient meurt et je me dis, bah, la maladie était trop forte. On ne peut pas soigner tout le monde et on fait du mieux qu'on peut. On sait que la saignée marche, mais c'est juste que pour cette maladie, ça ne marche pas assez. Et on a fait ça pendant très 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 longtemps. Notre cerveau adore faire des liens un peu comme ça sauvages. Je vais montrer quelques exemples un peu drôles et certains un peu moins drôles. Par exemple, là, vous avez... Et c'est que tous les graphes que vous voyez, c'est des chiffres réels, hein, ce pas des chiffres inventés. En rouge, le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine. En noir, le nombre de films dans lesquels est apparu Nicolas Cage. Vous voyez qu'il y a une corrélation, que les courbes se suivent, et c'est une corrélation à presque 66%. Et si on ne se demande pas comment ça marche, on pourrait dire qu'il suffit juste de demander à Nicolas Cage de faire moins de films pour qu'il y ait moins de personnes qui meurent noyées dans une piscine. Pour Covid, évidemment, on trouve aussi beaucoup de choses comme ça. Par exemple, les cas de Covid évoluent selon le nombre de McDo qui existent dans un pays. Et du coup, on pourrait se dire, il suffit juste de demander de fermer les McDo dans les pays pour que soudainement, il y ait beaucoup moins de cas de Covid euh, dans, dans, euh, dans le pays. Ces trucs nous paraissent très drôles parce qu'on voit très bien que euh, qu'il n'y a pas vraiment de lien, que c'est pas le McDo qui est la cause de Covid ou Nicolas Cage, les gens qui meurent dans les piscines. Par contre, des fois, le lien est beaucoup plus flou et beaucoup moins évident, et ça a poussé des fois des politiques publiques qui étaient assez absurdes. Par exemple, dans les années 50, il y a eu cette courbe qui a montré les évolutions des maladies de la polio par rapport aux ventes des glaces qui se suivent pas mal. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas ma souris ici, donc je vais essayer. Ouais, voilà. Vous avez les cas de polio, hop, et les ventes de glace.
qui se suivent vraiment énormément. Et à l'époque, les autorités ont fait un rappel des stocks de glace en se disant: «Merde, on a vendu des glaces qui sont contaminées à la polio». Les médecins ont dit, bah, ont recommandé à la population de ne plus manger de glace en attendant de comprendre comment est-ce que c'est en train de causer la polio. Quand ils ont fait le rappel des stocks de glace, bah, les glaces étaient complètement normales. Il n'y avait aucun souci dessus. Et ma question pour vous, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce graphe complètement dingue où ces deux fonctions sont en train de se suivre quasiment de la même manière? Est-ce que quelqu'un a une idée qui peut expliquer ce graphe? Exactement. Donc, Anthony dit, et plein d'autres, il y a une troisième cause, c'est lié aux deux, c'est lié à la température, et effectivement, c'est la saisonnalité. C'est la température, plus il fait chaud, plus il y a des glaces, plus il fait chaud, plus la polio se répand. On n'a pas ce facteur sur le graphe, et du coup, on imagine que c'est les glaces qui sont en train de causer la polio. Quand on a fait les tests de glace et on n'a rien trouvé, certaines personnes se sont dit, peut-être quand on a la polio, ça donne des envies de glace. Et c'est important de garder en tête que ce n'est pas parce que quelque chose marche qu'il est vrai. C'est très important de garder en tête l'importance des covariables, de la nuance, de la complexité, etc. Cette capacité à se demander comment est-ce que quelque chose marche, faire ce graphe que vous avez devant vous, en science, on appelle ça un modèle théorique. Un modèle théorique, c'est un modèle qui essaye d'expliquer, de modéliser comment le monde fonctionne. Par exemple, le livre que je vous ai montré, Andy Clark, Surfing Uncertainty, c'est un livre qui présente un nouveau modèle théorique sur comment est-ce que notre cerveau crée du sens du monde extérieur, du monde intérieur, et propose un modèle qu'il appelle le processing prédictif, de comment notre cerveau est en train d'essayer de prédire le monde et de faire des retours derrière. Il y a des livres qui expliquent des modèles théoriques, il y a des livres qui proposent des modèles théoriques. Mais c'est très important d'avoir un modèle théorique parce que ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est vrai, il faut qu'on comprenne comment ça marche, pourquoi ça marche. Et en science, donc, on appelle ça des modèles théoriques explicites. On a des formules, par exemple, E égale mc carré est une formule qui s'inscrit dans un modèle théorique, qui est le modèle de la relativité générale qu'a développé Einstein, F égale ma dans le modèle de Newton, et plein de choses comme ça. C'est des modèles théoriques explicites, et ces modèles théoriques peuvent être plus ou moins vrais. En physique, ils sont relativement solides, en psychologie, relativement moins solides. Mais ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que votre cerveau est tout le temps aussi en train de créer euh, euh, des modèles théoriques, mais qu'on appelle des modèles théoriques implicites, surtout sur vous, sur moi, sur vos collègues. Là, vos cerveaux sont en train de créer un modèle théorique implicite sur moi. Mon cerveau est probablement en train de créer des modèles théoriques implicites sur vous, basés juste sur le chat, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations, mais j'ai mes a priori, etc. Et ils ne sont pas explicites, on n'y pense pas. Mais c'est les lois qui régissent comment vous croyez que le monde fonctionne. Ça peut être encore une fois votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, etc. Et il faut tout le temps garder en tête que ces modèles, on appelle ça des cartes, ne sont jamais le territoire. Le territoire, si le territoire c'est le monde réel, donc le monde extérieur à moi, moi je n'ai jamais accès au réel, je n'ai accès que aux cartes, à des représentations de ce territoire. Ces cartes peuvent être plus ou moins fidèles. Je peux avoir des cartes, par exemple, mon meilleur ami, mon modèle théorique sur mon meilleur ami est beaucoup plus fidèle que mon modèle théorique sur un collègue que j'ai vu 10 fois en réunion. Et donc, nos modèles théoriques peuvent être plus ou moins efficaces, et c'est important de garder en tête pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Pourquoi est-ce que je suis arrivé là. Donc ça, c'est un peu mon intro sur les limites biologiques du cerveau, que le cerveau est en train d'essayer de créer des modèles, de règles pour essayer de comprendre et de prédire comment le monde fonctionne, pour pouvoir adapter nos fonctionnements, nos prises de décision. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Avant qu'on passe sur un peu plus de détails, donc on va discuter de comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on l'interprète, comment est-ce qu'on le communique, et comment est-ce que tout ça est influencé par notre environnement au vu de Covid. La première chose à savoir, c'est que même à un niveau perceptif, on crée des modèles théoriques. Notre perception n'est pas quelque chose qui est objectif pour tout le monde. Je vais commencer par vous montrer cette danseuse. Et là, on n'est pas dans la même pièce, mais on va essayer de le faire quand même. Certains d'entre vous sont en train de voir cette danseuse tourner dans le sens d'aiguille d'une montre, probablement 80% d'entre vous, et 20% sont en train de la voir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez devoir me croire, mais je vais vous le prouver. Et peut-être certains d'entre vous ont même une danseuse qui tourne comme ça, à moitié. Et la question, c'est on va essayer de comprendre quel est le modèle théorique derrière cette danseuse. Pourquoi est-ce qu'on peut voir deux choses en même temps? Je vais commencer par mettre tout le monde d'accord. Si vous regardez maintenant à droite puis au centre, la danseuse du centre commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
pour tout le monde. Indépendamment de ce que vous étiez en train de voir, elle va commencer à tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore une fois, indépendamment de ce que vous étiez en train de voir, la danseuse va commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si je vous fais la totale, pour vous prouver que je traficote rien, que je ne suis pas en train de tricher, vous regardez à droite puis au centre, elle tourne dans un sens, à gauche puis au centre, elle tourne dans un autre, et vous pouvez la faire changer de sens comme vous voulez, quand vous voulez. Et ma question pour vous, c'est comment est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un a un modèle théorique, une explication qu'ils veulent proposer pour expliquer pourquoi est-ce que la danseuse du centre, on peut la voir de deux manières différentes, en sachant que la danseuse à droite, vous pouvez essayer autant que vous voulez de la voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, vous n'allez pas réussir, et celle-ci, de la voir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous n'allez pas réussir non plus. Alors, ce n'est pas une anticipation du prochain mouvement, ça aurait pu l'être, c'est proche, mais ce n'est pas ça. Alors, on influence le cerveau avec des informations biaisées. Ce n'est pas des informations biaisées, mais c'est lié à l'information de cette danseuse. C'est une illusion d'optique. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est une illusion d'optique? Et Michel E. a donné la bonne réponse. On comble un manque d'information. Yusra a aussi raison. C'est lié au point de référence. Et effectivement, c'est un manque d'infos. Donc, pour expliciter ce que vous étiez en train de dire, cette danseuse, effectivement, il lui manque de l'information. Il lui manque les informations de profondeur. On n'a pas un référentiel de profondeur. Votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. On appelle ça un stimuli ambigu. Dans ces deux danseuses à droite et à gauche, on a rajouté de l'information. Le seul but de ces traits, de ces couleurs, c'est que vous voyez le rouge passer devant le bleu ou derrière le bleu. C'est ça qui donne l'orientation de la rotation. Et ici, vous avez le bleu qui passe devant, le bleu qui passe devant, derrière, et ça donne une direction de la rotation. Et du coup, ces deux danseuses ne sont pas ambiguës. On a assez d'informations pour pouvoir décider ou pour pouvoir percevoir, pas décider, percevoir le sens de la rotation. Donc, cette danseuse, on appelle ça, les mots techniques, un stimuli ambigu, donc parce qu'il lui manque de l'information. Et dans ce cas-là, on appelle ça un stimuli ambigu bistable. Il est bistable parce qu'il y a deux manières où on peut rajouter de l'information pour stabiliser l'ambiguïté, et on peut soit rajouter de l'information pour stabiliser l'ambiguïté dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, donc ça nous explique pourquoi est-ce que cette danseuse, on peut la voir de deux manières différentes. Mais ça ne nous explique pas pourquoi si je regarde ici, puis là, je la vois, elle se calque, et si je regarde ici, puis là, elle se calque. Et l'explication est très basique et très simple. Donc, pourquoi 20% des gens seulement voient à sens inverse? Ce n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui, mais c'est des sortes de traitement de l'information. C'est un peu proche à la dominance droitier-gaucher, par exemple. Ce n'est pas les mêmes raisons, mais c'est un peu proche de ça. Et donc, ce qui va se passer, si je regarde quelques secondes ou même quelques fractions de secondes sur cette danseuse, je vais former ce que j'appelle un a priori visuel et je vais stabiliser, réduire l'ambiguïté, stabiliser l'ambiguïté de la danseuse au centre basé sur l'a priori visuel que je viens de former. Si je regarde quelques secondes ici, je vais former un autre a priori visuel et je vais réduire l'ambiguïté basée sur l'a priori visuel que je suis en train de voir. Et donc ça nous apprend quelque chose, c'est que dans les situations ambiguës, on a tendance à les réduire, à stabiliser l'ambiguïté. Vu que l'information nous manque, on met de l'information de nous-mêmes. En gros, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes dans les situations ambiguës. Pas tout le temps, c'est-à-dire si par exemple, on ne peut pas voir cette danseuse et se dire j'ai envie de voir une maison ou un avion. Le réel est important, mais des fois, on a des marges de manœuvre qui fait qu'on peut plus mettre de soi dans le monde que voir le monde pour ce qu'il est. Et plus une situation est ambiguë ou incertaine, et plus on peut mettre de soi dans la situation. Et si cette danseuse, on l'appelle... Oh non, j'ai reperdu ma souris. Si cette danseuse... Qu'est-ce qui se passe? Si cette danseuse, on l'appelle un stimuli ambigu bistable, la réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Le réel est beaucoup plus ambigu que juste deux manières, beaucoup plus ambigu que ce qu'on croit, et il y a beaucoup plus que juste deux manières de le réduire. Par exemple, pendant mes travaux de thèse, moi j'ai fait une thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Et qu'est-ce que ça veut dire être phobique sociale? C'est avoir un set d'a priori qui impacte comment on réduit l'ambiguïté. En gros, imaginez que moi maintenant je suis phobique social. Okay, je suis en train de vous faire une conférence. J'ai beaucoup d'informations qui me manquent. Je ne vois pas vos yeux, je ne vous connais pas, je ne vous entends pas, je ne vois pas comment votre corps réagit.
mais j'ai besoin de me dire si c'est en train de bien se passer ou pas. Si je suis phobique social, être phobique social, ça veut dire avoir des a priori négatifs sur comment je suis perçu par les autres. Je vais commencer à me dire que vous êtes tous en train de faire autre chose, que je suis en train de parler tout seul, qu'il n'y a personne qui est devant son écran et que ça se passe hyper mal. Je vais probablement commencer à suer, à avoir pas mal d'anxiété, commencer à perdre mes mots et probablement ça va mal se passer. Inversement, si moi, je suis le mec le plus arrogant au monde, donc mes a priori, c'est que je suis le mec le plus intelligent, je vais me dire, encore une fois, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire, mais je vais me dire 2 mois, je vais commencer à me dire, en fait, ils trouvent ça génial, ils n'ont pas envie que ça se termine, et c'est la meilleure conférence qu'ils ont jamais vue de leur vie. Et entre ces deux extrêmes où je me dis que vous pensez que je suis nul ou vous pensez que je suis le meilleur mec au monde, il y a toutes les variations possibles. Et tout ça, ça vient plus de moi que de vous. On peut mettre énormément de soi dans le monde, dans les situations ambiguës. Et souvent, ça dépend de mes a priori. Pour réduire l'ambiguïté, par exemple, c'est pour ça qu'on utilise des formules en maths. Les formules de maths, leur raison d'être quelque part, c'est qu'il n'y ait plus d'interprétation possible. Si vous dites à quelqu'un 2 fois 2, il ne peut pas comprendre 6 fois 7. Par contre, si je demande à quelqu'un tu vas bien et il me dit ça va, je ne sais pas si ça va, ça veut dire il va bien à 5 sur 10 ou à 9 sur 10 ou à 3 sur 10, s'il va vraiment bien ou s'il me dit ça juste parce que on dit tout le temps ça va, oui, et toi, etc. etc. Et donc, nos interactions sociales, il y a tout le temps une part d'ambiguïté. On appelle ça la cognition sociale. Et donc, une des, pour parler un peu plus de Covid, mais c'était important pour moi de vous expliquer qu'il y a des interactions entre l'ambiguïté et combien je peux mettre de moi-même, et que l'ambiguïté est beaucoup plus présente que ce que vous croyez. Par exemple, si vous prenez un article de journal sur, je ne sais pas, la situation au Chili, l'article est ambigu parce qu'il y a toutes les informations sur toute l'histoire du Chili, le gouvernement du Chili, la culture du Chili, etc., qui n'est pas là. Et vous allez compléter basé sur ce que vous croyez vous-même. Par exemple, on peut voir ça beaucoup sur les pays sur lesquels on a des opinions polarisantes. L'Iran, Cuba, la Syrie, la Russie, les États-Unis, où on met de soi dans les articles qu'on lit parce que l'article ne va pas reprendre à chaque fois toute l'histoire du pays. Et un des facteurs qui augmente énormément l'ambiguïté et l'incertitude, c'est la nouveauté. Et aujourd'hui, on est dans une situation nouvelle. Et quand on est dans une situation nouvelle, elle est automatiquement plus ambiguë parce qu'elle est nouvelle et incertaine parce qu'elle est nouvelle. Et donc, chacun de nous peut mettre encore plus de soi sur son interprétation du réel. Et donc, on va voir comment est-ce que l'ambiguïté et l'incertitude autour de Covid, qu'est-ce que ça mobilise pour expliquer pourquoi est-ce qu'on voit des débats où des familles sont en train de se déchirer sur l'hydroxychloroquine alors qu'il y a 1 mois, personne ne connaissait ce mot, etc. etc. C'est important juste pour finir avec cette partie. On peut faire ce schéma de comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur un sujet nouveau. Donc, la première fois que je suis exposé à une information, c'est juste une connaissance. Donc, imaginez, on est en début janvier et vous entendez parler d'un virus en Chine qui risque de faire des ravages. C'est juste une connaissance, vous n'allez rien vous dire, vous n'allez même pas vous dire c'est comme une grippe, pas comme une grippe. C'est juste, j'en ai entendu parler, je m'en fous. Quand plusieurs connaissances autour d'un même sujet commencent à arriver, donc et vous entendez qu'il y a un cas en Italie, que ça commence à être un peu plus sérieux, etc., ça fait émerger une croyance. Cette croyance peut être bonne ou mauvaise. Parce que je peux être exposé à de fausses connaissances, comme par exemple les fake news, ou je peux être exposé à des connaissances nouvelles et très techniques, donc je ne m'y connais pas encore. Ça va faire émerger une croyance. Cette croyance peut être, c'est juste une grippe, lâchez-moi la grappe, c'est pas très très important. Mais sinon, si vous, votre croyance, c'est oh mon Dieu, il faut que je fasse attention, ce oh mon Dieu, je veux agir dessus devient une intention. Et quand j'ai l'intention de faire quelque chose, beaucoup de fois j'ai de l'intention et je fais rien, mais si une intention, je la réalise, ça devient une action. Du coup, on suit un peu ce schéma. Et il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger à chaque étape de ce schéma. Donc, comme je vous ai dit, on peut être exposé à une fausse connaissance. Je peux avoir, à partir de bonnes connaissances, une fausse croyance. Une croyance peut ne jamais devenir une intention. Et une intention peut ne jamais devenir une action. Par exemple, entre l'intention et l'action, on a ce qu'on appelle le intention-action gap, le trou intention-action. Et une des formes du intention-action gap, c'est que vous connaissez tous, ça s'appelle la procrastination. Par exemple, moi, j'ai fondé un laboratoire qui étudie la intention-action gap face au réchauffement climatique. On a tous la connaissance que c'est grave, on a tous la croyance, et on sait aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait se pencher. On a l'intention de faire des choses, mais à l'arrivée, il n'y a rien. Et du coup, on étudie pourquoi est-ce que l'intention-action gap lié
au réchauffement climatique est tellement grand. En gros, et encore une fois, pas toutes les intention action gaps sont de la procrastination, mais la procrastination est une forme d'intention action gap. Et du coup, on peut revenir à notre histoire de comment fonctionne notre cerveau. On a encore un facteur que je vais vous expliquer. Après, on passe vraiment sur les effets liés à Covid. Donc, une fois que j'ai interprété le monde et j'ai réduit l'ambiguïté, j'ai besoin de prendre une décision. Et quand on prend une décision, on utilise souvent des mécanismes qu'on appelle des mécanismes heuristiques. Les heuristiques, c'est quelque chose de très simple. Par exemple, si je prends ce stylo, je le jette et je l'attrape, je viens de faire une opération heuristique. Une heuristique, c'est une opération approximative, mais qui marche relativement bien. Mon cerveau ne fait pas un calcul de la force avec laquelle il veut jeter le stylo ou l'attraper. On fait ça à la louche, c'est juste que j'ai jeté plein de choses en même temps, plein de choses dans ma vie, et j'arrive à l'attraper. Le piège, c'est que des fois, hop, je me plante. Pour le chat, pourquoi on procrastine? Ça dépend beaucoup. Encore une fois, notre cognition, on va parler de biais cognitifs et de tout ça, ils n'ont jamais une valeur intrinsèque. Il faut tout le temps les mettre en contexte. Donc la procrastination dépend de qu'est-ce qu'on est en train de procrastiner, ou est-ce que c'est par rapport à nos habitudes, etc. On pourra faire une conférence, si vous voulez, sur la procrastination. Miaïl, j'arrive jamais à lire son nom de famille, donc je n'ai pas essayé, qui a fait le flow. Euh, tout ce que nous voyons, c'est nous. Je ne sais pas si on capte vraiment tellement d'informations et c'est réduit, etc. Mais oui, on voit infiniment moins que ce qui existe, en tout cas. Et si vous êtes intéressé sur l'Intention Action Gap, vous pouvez aller sur notre site. Je vous le mets dans le chat. ActLab. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, personne n'a envie de diviser son niveau de vie par 4. Je pense que ça, c'est lié au réchauffement climatique. C'est une des choses, donc nos habitudes et l'écart entre où je suis aujourd'hui, mon habitude, et où je veux aller. Et si c'est très loin, effectivement, c'est une des raisons de pourquoi on a du mal. Donc, les heuristiques, c'est des choses approximatives et notre raisonnement fonctionne de manière heuristique. Je vais vous montrer un exemple que tout le monde connaît. C'est juste que j'aime bien le faire depuis que je suis petit et donc je continue. Si je fais défiler des diapos, je vous demande quelle est la couleur de ce nuage. Il est blanc. Quelle est la couleur de ces feuilles? Elles sont blanches. Quelle est la couleur de ce carré? Il est blanc. Quelle est la couleur de cette tasse? Elle est blanche. Quelle est la couleur de cette diapo? Elle est blanche. Et que boit la vache? Votre cerveau vous dit le mot lait. Même si vous connaissez, vous avez le mot lait qui apparaît dans votre tête, il faut un effort d'inhibition du mot lait pour pouvoir donner la bonne réponse. Pour ceux qui n'ont toujours pas réalisé que ce n'est pas la bonne réponse, les vaches, ça boit de l'eau. Ça fabrique du lait, mais ça boit de l'eau. Enfin, ça fabrique. On pompe le lait des vaches. Votre cerveau pense que vous êtes en train de chercher un mot qui est lié à un liquide blanc, qui est lié aux vaches et qu'on peut boire. Automatiquement, il va essayer de prédire ce que vous voulez. On fonctionne de manière prédictive, mais aussi d'approximer. Il ne va pas être sûr et vérifier 10 000 fois. Il dit liquide blanc lié à la vache qu'on peut boire. Vas-y, je vais prédire. Il cherche le mollet. Je vais faire apparaître le mollet dans son cerveau et c'est approximatif. Maxime dit comme l'effet Stroop. Maxime, si tu veux, tu peux venir faire la prochaine conf avec moi. Bim, l'effet Stroop. Oui, on se fait tout le temps avoir avec ce petit test de la vache, même quand on le connaît depuis très très longtemps. Donc l'effet Stroop, c'est un test qu'on utilise à l'hôpital, souvent pour détecter les lésions frontales. Et le but de l'effet Stroop, c'est exactement le même principe. On a des choses qu'on fait automatiquement, qu'on veut inhiber. On appelle ça une inhibition métacognitive. On veut l'inhiber pour donner une autre réponse. L'exercice de l'effet Stroop, c'est vous devez lire les mots, donc bleu, rouge, jaune, jaune, vert. Ça, c'est votre fonctionnement heuristique. On lit tous et donc on arrive tous à lire assez facilement sans effort. Rouge, bleu, vert, jaune, vert. Et dans une deuxième étape, je veux que vous essayiez, au lieu de lire le mot, de lire la couleur de la police. Donc, ça fait vert, vert, rouge, bleu, bleu. Et vous allez voir que c'est pas mal plus difficile. Et vous pouvez même presque ressentir physiquement l'effort nécessaire pour inhiber vos heuristiques et activer vos fonctionnements plus déclaratifs pour pouvoir lire la couleur de la police. Donc, vert, rouge, jaune, vert, rouge. Au lieu de, si je veux lire le mot, je peux faire bleu, vert, bleu, jaune, jaune. Je ne peux pas aller aussi vite quand je suis en train d'essayer de lire la couleur de la police parce qu'il y a un coût un peu biologique pour inhiber nos pensées automatiques. Et donc, plusieurs facteurs viennent moduler ces heuristiques, notamment l'incertitude. Plus je suis incertain, plus je vais fonctionner de manière relativement rapide et plus je vais me tromper. Et on va parler aujourd'hui de 3 effets qui sont relatifs au Covid. Le premier effet, c'est relatif à toutes les situations d'incertitude en général, pour des raisons évolutionnistes, mais
pour le Covid, on voit quelque chose d'assez particulier. Et le premier effet qui module nos heuristiques, c'est le stress. C'est un gros problème dans notre société, mais vous allez voir que pour Covid, c'est un peu différent. Et c'est important de questionner par se demander qu'est-ce que le stress? C'est quoi le stress? D'où est-ce que ça vient? Et le stress, à la base, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la psychologie. Le stress, à la base, c'est quelque chose qui a à voir, qui n'a rien à voir avec la psychologie. C'est quelque chose qui a à voir avec la biologie. Le stress, à la base, c'est un peu ça. C'est une réaction biologique du corps pour faire face à un danger physiologique. Dans cette scène, par exemple, donc le stress, ce qu'on appelle un réflexe de fight et flight, c'est en gros le corps qui se prépare soit pour fuir d'un danger, soit pour se battre face à un danger ou à une proie. Par exemple, dans cette scène que vous voyez, la lionne, c'est une lionne, les lions ils foutent que dalle. La lionne et le zèbre sont tous les deux autant stressés l'un que l'autre. D'un côté, il y a la défense, l'évitement ou l'attaque, le combat. On a le même niveau de stress chez cette lionne que chez ce zèbre. Et les deux ont besoin de la même préparation physique. Ils ont besoin de mieux se concentrer, que toutes les ressources de leur corps soient envoyées au système musculaire, d'avoir un meilleur focus. Et dans ce cas-là, le stress est très utile parce qu'il permet de prioriser la survie. Si le zèbre n'est pas stressé, il voit la lionne, il dit « Salut la lionne, ça va ?» Il se fait bouffer, il est mort. Et si la lionne n'est pas stressée, elle dit « Salut le zèbre, est-ce que je peux te bouffer ?» Le zèbre, il se tire et ça ne se passe pas très bien. Et du coup, le stress dans le règne animal, c'est quelque chose qui est très bien et il n'y a pas d'animaux qui font de burn-out, sauf quand on les met dans des zoos, dans des situations de captivité. Et ça va être intéressant d'en reparler. Quand on va chez Homo sapiens, nous aussi, le stress n'était pas très problématique. Si vous nous remettez dans notre environnement naturel, cette scène, elle dure 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes maximum. Et dans notre environnement naturel, ça aussi, cette scène, si à la place du zèbre, on met un humain, elle durerait 1 minute. Si on voit nos ancêtres, Homo sapiens, c'est vers moins 150 000, moins 200 000 ans avant Jésus-Christ, on avait aussi besoin d'un réflexe de défense pour pouvoir avoir des alertes, pour pouvoir se protéger. On va faire une autre expérience de pensée. Pardon. Imaginez qu'on est dans la forêt, on est en train de faire une cueillette, et soudainement, on entend un bruit dans le feuillage. Le bruit dans les feuillages, c'est un stimuli ambigu, comme notre danseuse. Du coup, il faut que je mette de moi pour pouvoir prédire qu'est-ce que ça pourrait être, donc réduire l'ambiguïté et adapter ma réaction. Soit je peux me dire que c'est un prédateur, soit je peux me dire que c'est le vent. En gros, c'est un stimuli ambigu bistable. Quel prédateur? Je m'en fous, il faut que je fuis. Et si c'est le vent ou un pote ou quelque chose d'inoffensif, je m'en fous aussi, je peux rester et continuer ma cueillette. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les deux situations. Si je me dis que c'est un prédateur, je vais fuir, perdre quelques baies, je commence à courir. Je me retourne 5 minutes plus tard et il n'y avait rien. Je m'étais trompé. On appelle ça une fausse alarme. Le coût de cette fausse alarme, c'est la perte des quelques baies et l'énergie que j'ai dépensée lors de la fuite. Je peux repartir et aller recueillir mes baies. Par contre, si je me dis que c'est rien, que c'est le vent, et du coup je continue à récolter mes baies en me disant que c'est rien, et que je me trompe, et en fait c'est un ours, le prix de cette erreur qu'on appelle l'alerte manquée, c'est ma vie. Je finis mort. Quand vous faites courir ce scénario pendant 100, 200 000 ans, vous allez découvrir quelque chose, un avantage évolutionniste très important. C'est qu'il vaut mieux surréagir à se faire bouffer. Il vaut mieux à chaque fois se dire que c'est un prédateur et qu'il n'y ait rien, qu'une fois se dire il n'y a rien et qu'il y a un prédateur et qu'on finisse mort. Et ça nous a servi pendant très longtemps. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Enfin, c'est une des raisons de pourquoi on a réussi à survivre dans un monde très hostile pendant, genre les premières villes, c'est il y a 15 000 ans. Homo sapiens, c'est il y a 200 000 ans. Donc pendant à peu près 185 000 ans, on a vécu sans maison, sans ville, sans château fort, sans rempart, sans rien, grâce à notre collaboration, notre cognition sociale et notre fight and flight. Le problème, c'est qu'on s'est sédentarisé. Et si je demande aux gens qu'est-ce qui vous stresse aujourd'hui, très peu de gens vont me dire des ours ou des boas ou des lions. Les stresseurs aujourd'hui ressemblent à ça. Les charges de travail, se sentir dévalorisé, les échéances, le type de travail à faire, devoir faire le travail des autres, etc. Si vous regardez sur toute cette liste, aucun facteur, le fight et flight, mobiliser mon corps, contracter mes muscles, serrer ma mâchoire, accélérer mon rythme cardiaque, qu'est-ce que je vais faire avec ça si j'ai un manque de satisfaction de vie? Je ne peux pas me battre contre un manque de satisfaction. Je ne peux pas me fuir du type de travail à faire ou puncher une échéance. Donner un coup de poing à une échéance, ça ne va pas le faire. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de monde. On est passé d'un monde où le danger était en grande partie physiologique
et on a une réponse adaptée au danger physiologique, à un monde où le danger est psychologique, mais ma réaction au danger est encore coincée dans le monde physiologique. Et du coup, ce qui est supposé être une réaction de courte durée intense pour survivre devient quelque chose de chronique. Et on n'est pas du tout construit pour quelque chose de chronique. Si vous prenez encore une fois un animal et vous le mettez en captivité où il sent qu'il y a des prédateurs en permanence autour de lui, bah, il a les mêmes problématiques qu'on retrouve chez les humains. D'ailleurs, cette histoire, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient d'un livre qui est un des meilleurs livres qui a été écrit sur le stress, d'un des plus grands neurobiologistes du siècle précédent, qui s'appelle Robert Sapolsky, et le livre s'appelle Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères. Why zebras don't have ulcers. Parce qu'effectivement, on ne voit pas. Donc, le stress chez les humains crée souvent des problématiques digestives. Et on ne voit pas ces problèmes dans le règne animal parce que c'est du stress de courte durée. Et nous aussi, les humains, du stress de courte durée, ce n'est pas un problème. Mais quand le stress devient chronique, on fatigue plus vite, on a des réponses émotionnelles, on est rapidement submergé et on est en mauvaise santé. Et du coup, le stress, en général, il est très, très mauvais. Parce que dans notre monde moderne, on stresse de manière physiologique pour des stimuli qui sont d'ordre psychologique. Par contre, Covid, c'est un danger biologique à nouveau. Et du coup, l'incertitude, qui est souvent un levier de stress, donc l'incertitude est un levier de stress à cause de ça, on préfère se dire dans des situations d'incertitude, c'est un prédateur et qu'il n'y ait rien, que c'est le vent et qu'il y ait quelque chose. C'est pour ça que quand vous êtes stressé, vous sentez tout le temps que vous allez échouer, parce que votre cerveau préfère se dire c'est la merde, je ne vais pas réussir, et oh, j'ai réussi, que c'est bon, c'est in the pocket, c'est dans la poche, et après découvrir que non, en fait, je suis mort et je n'ai pas réussi. Mais pour le cas de Covid, le stress, quand on regarde sa temporalité, ça peut être une bonne chose, tout comme une mauvaise chose. Par exemple, les personnes qui ont commencé à se confiner plus tôt que les autres, c'est souvent les personnes qui ont été les plus stressées, donc qui ont réagi à un signal de danger physiologique en se protégeant physiologiquement. Elles se sont cachées du virus. Mais le stress aussi, dans les temps d'incertitude, même pour Covid, peut devenir aussi une très mauvaise chose. Parce que si moi je suis stressé pour des raisons psychologiques, comme par exemple le futur de mon métier, le futur de ma boîte, mon emploi, la santé de ma famille, combien de temps ça va durer, mes vacances, etc., là, ça va devenir chronique et on voit beaucoup de personnes en confinement qui sont allées moins bien que d'autres parce que ce stress permanent, donc cette mobilisation du corps en permanence alors que la tâche ne nécessite pas ça, a causé pas mal de problèmes. Donc, premier facteur qui est spécifique à Covid, à l'incertitude liée autour de Covid, c'est le stress initial qui, pour certains, était bien, mais quand ça a duré, est devenu mauvais. Deuxième mécanisme, est-ce que c'est clair pour le stress ou est-ce que quelqu'un a des idées? Moi que je bois une gorgée de mon thé. Super, merci Lucas. Donc, premier facteur, je vais vous parler de 3 facteurs aujourd'hui, ou 4 facteurs. Le deuxième facteur en situation d'incertitude, on appelle ça le raisonnement motivé. Et pour vous montrer un exemple de raisonnement motivé, si vous regardez votre écran et vous essayez de voir ce qu'il y a, vous allez regarder et vous n'allez pas voir grand-chose, mais petit à petit, des choses vont commencer à émerger. Par exemple, certaines personnes voient un palmier ici, et la majorité des gens voient un visage là, avec des yeux et une bouche, et des cheveux un peu comme pour les plus vieux d'entre nous, comme Fido Dido de 7-Up. Je ne sais pas si vous connaissez Fido Dido. C'était une sorte de petit mec pour les pubs de 7-Up dans les années 80 ou 90. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun d'entre vous n'est en train de voir ce qu'il y a sur l'image. Vous êtes en train d'avoir une perception motivée. Votre cerveau prend des choses qu'il connaît déjà et essaye de les faire correspondre à un stimuli ambigu. Alors que le vrai stimuli, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train de voir. Mais si je fais ça, on voit uniquement ce qu'on connaît. Effectivement, dans les situations ambiguës, on voit ce qu'on connaît. Et c'est très important de comprendre l'ambiguïté. Et là, vous pouvez commencer à voir le serpent ici. On a des zones qui, par exemple, sont spécifiques pour reconnaître les visages. On appelle ça la pareidolie. Mais on fait aussi la même chose avec notre raisonnement. En gros, le raisonnement motivé, c'est comme si on a deux manières de réfléchir. Ou bien je réfléchis comme un détective, je suis des preuves et j'arrive à une conclusion. Ou bien je réfléchis comme un avocat. J'ai déjà mon client, je veux le défendre et je vais réorganiser le réel pour arriver où j'ai déjà décidé que je veux arriver. Et quand les situations sont ambiguës, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Évidemment, le raisonnement motivé est hyper présent en politique. C'est pour ça qu'un des articles les plus connus sur le raisonnement motivé vient d'une étude qui a été faite sur les élections présidentielles des États-Unis en 2004. En gros, pour faire simple, il y a deux candidats, George Bush, candidat républicain, John Kerry, candidat démocrate. On va recruter des personnes, des démocrates et des républicains, et on va leur montrer des vidéos de Bush qui dit quelque chose puis qui se contredit,
de Kerry qui dit quelque chose puis qui se contredit, ou de ce qu'on appelle des contradictions neutres, des acteurs, des actrices qui disent quelque chose et qui se contredisent. On va demander aux personnes motivées, donc on a recruté des personnes qui ont un attachement à la politique, donc qui sont encartées, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que c'est grave ces contradictions? Et vous allez voir que les personnes ont un raisonnement motivé. Pour les démocrates, donc Bush, c'est le candidat républicain. Pour les démocrates, Bush qui se contredit, c'est la fin du monde, il ne faut surtout pas qu'il devienne président. Alors que pour les républicains, donc c'est leur candidat, c'est pas si grave, ça va. Pour Kerry, donc les candidats démocrates, pour les démocrates, quand il se contredit, ça va, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Limite, on est content d'avoir quelqu'un qui change d'avis. Pour les républicains, c'est la fin du monde. Et quand on enlève la dimension motivée, ben, ils reviennent les deux groupes redeviennent similaires. C'est un sujet qui ne les motive pas. Du coup, pour les contradictions neutres, les deux sont à un même niveau et s'en foutent. Et cette étude était la première étude qui a montré qu'on mobilise des circuits neuronaux qui sont différents, en grande partie, pour ceux que ça intéresse, c'est des activations qui sont liées au cortex préfrontal ventromédial et au cortex singulaire antérieur. On va mobiliser des circuits neuronaux qui sont qualitativement, pas juste quantitativement, qualitativement différents quand on a un raisonnement motivé et qu'on veut se convaincre qu'on a raison. Et on voit ça avec Covid pour tout ce qui est sur les traitements. Il y a des personnes qui ont commencé à faire des liens entre Covid et 5G, alors que la 5G existe genre dans 3 pays maintenant, et c'est tout. Covid et Bill Gates, parce que Bill Gates a fait une conférence TED en 2015 où il annonce une épidémie en sachant que, par exemple, hier, j'ai vu une vidéo de Fred Vargas qui a annoncé une épidémie aussi. Une grande partie des épidémiologues annonçaient une épidémie et c'était vraiment un secret un peu de polichinelle. Mais on va voir comment, si quelqu'un a une vision négative de certains sujets, il va pouvoir avoir un raisonnement motivé où il va pouvoir faire un lien entre, par exemple, on veut empêcher certains traitements pour que Bill Gates puisse dire qu'il n'y a pas de traitement, pour qu'il puisse utiliser la 5G pour pouvoir vacciner tout le monde et mettre des puces qui peuvent traquer tout le monde pour qu'on puisse nous surveiller. Sans vraiment présenter le pourquoi du comment, juste avec un raisonnement motivé, parce qu'il y a une forte ambiguïté, une forte nouveauté, un sujet assez pointu. Je vais pouvoir projeter tout ce que j'ai envie de voir et je vais, selon mes a priori, selon ma vision du monde avant le Covid, intégrer le Covid dans cette vision du monde avant même que quoi que ce soit se passe. Alors que, par exemple, il y a eu des épidémies depuis la nuit des temps chez l'espèce humaine, sans qu'il y ait Bill Gates, ni la 5G, ni des traitements. Oui, il est balèze, le Bill. Et le plus cool, c'est que les gens qui ont un raisonnement motivé sur cette question, ils disent que Bill Gates a tout ce complot un peu secret, mais qu'ils l'ont appris sur YouTube. Comme si Bill, il peut pas, genre, juste. Il peut contrôler toute la planète, mais il peut pas contrôler, en gros, la vidéo sur YouTube de Marc qu'il a faite chez lui euh, avant de dormir. Enfin bref, si on part sur les raisonnements motivés, on en a tous. Hein. Quand je parle de ça, je m'inclus dedans. Moi aussi, j'ai des raisonnements motivés sur plein de choses, probablement. C'est juste qu'on ne peut pas voir nos propres raisonnements motivés. C'est pour ça que moi, quand je fais des conférences publiques, souvent, je promouvois le doute de soi et faire confiance aux autres au lieu de douter des autres et de se faire confiance. Parce qu'on a besoin les uns des autres pour garder une sorte de raisonnement critique. Euh, Impossible d'avoir un raisonnement non motivé. Si, bien sûr, on peut avoir des raisonnements non motivés quand c'est des sujets avec lesquels on n'est pas très attaché. Et quelqu'un dit 3 reportages sur Gates à voir sur Netflix. Je ne suis pas du tout un défenseur de Bill Gates, hein, donc je ne sais pas si les reportages disent du bien ou du mal de Bill Gates. Je ne suis pas un grand fan. Je ne pense pas non plus que c'est le chef des reptiliens. Mais le but n'est pas du tout de défendre Bill Gates ou de l'attaquer. C'est juste d'exposer comment est-ce qu'on peut réorganiser la réalité. Et on peut avoir des raisonnements non motivés sur les choses auxquelles on n'est pas spécialement attaché. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai écrit un livre. Quand j'étais en train d'écrire mon livre, je sais que j'ai un raisonnement hyper motivé pour mon livre. C'était mon premier livre et j'avais vraiment envie qu'il soit bien. J'envoyais ce que j'écrivais à des potes et quand ils me disaient que c'était pas bien, même si moi je suis convaincu que c'est bien, même si moi je suis convaincu que c'est un truc cool, bah, je leur faisais confiance parce que je savais que moi j'ai un raisonnement motivé parce que c'est mon livre et eux pas parce que c'est pas leur livre. Et du coup, c'est là où l'autre peut nous aider. Et le raisonnement motivé a fait couler des boîtes. Kodak a coulé à cause du raisonnement motivé de leurs dirigeants qui voulaient absolument défendre l'idée que la photographie digitale ne va jamais marcher alors que c'était eux qui ont inventé la photographie digitale. BlackBerry, c'est la même chose, qui se sont moqués de Steve Jobs quand il a montré iPad parce qu'il disait que
leurs employés, c'est des gens sérieux, ils ont besoin d'un clavier. Et, c'est des choses assez communes, le raisonnement motivé qui fait perdre beaucoup de choses, aussi bien dans la vie d'entreprise, dans la vie personnelle, etc. D'où l'intérêt de réfléchir ensemble, exactement. C'est un peu ce que j'essaye de défendre. Donc, on a vu le stress, le raisonnement motivé. On a encore deux facteurs dont je veux vous parler. Celui d'après s'appelle l'illusion de connaissance. En gros, l'illusion de connaissance, c'est quelque chose qui nous touche tous quand il y a un nouveau sujet. Quand il y a un nouveau sujet, notre connaissance suit un peu ce graphe, avec très très peu. Donc, sur l'abscisse, vous avez la connaissance. Oubliez ce qui est écrit en anglais. Euh, sur l'abscisse, vous avez la connaissance. Sur les ordonnées, vous avez la confiance. Combien est-ce que j'ai confiance en mon opinion? Et quand on est exposé à un truc pour la première fois, à partir de très, très peu de connaissances, on a une confiance très, très élevée dans notre opinion. On appelle ça le sommet du mont stupide, avec toute l'affection du mot stupide qui veut juste dire ici un écart énorme entre ce que je crois que je sais et ce que je sais vraiment. Et c'est quand je commence à m'intéresser au sujet, que je commence à prendre conscience de tout ce que je ne sais pas, et du coup ma confiance baisse. On appelle ça la vallée du désespoir. C'est là où vivent la majorité des chercheurs. On est dans une sorte de vallée du désespoir. On a tout le temps l'impression qu'on ne connaît rien. Et c'est là que vous commencez vraiment à acquérir de la connaissance pour pouvoir avoir une sorte de matching, que vous connaissez bien le sujet et vous avez une confiance qui est adaptée à votre connaissance réelle. Le problème, c'est que ce pic, on l'a souvent pour beaucoup, beaucoup de sujets. Et ce n'est pas en train d'être aidé avec les vidéos YouTube, les conférences TED, la vulgarisation, où on fait de notre mieux pour donner l'impression aux gens qui sont en train de comprendre ce qu'on dit. Alors que ce n'est pas vrai. Le plus gros danger dans le monde aujourd'hui n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de connaissance. Et on a vu énormément l'illusion de connaissance sur toute la polémique autour de l'hydroxychloroquine. Je voyais des gens sur Facebook qui disaient pourquoi ce traitement est meilleur, pourquoi il faut laisser Raoult faire son truc, ou d'autres qui disaient il faut absolument pas laisser Raoult faire son truc, et que tout le monde est devenu expert sur les protocoles expérimentaux, sur le double aveugle, sur est-ce que la science est trop lente ou pas assez lente, sur s'il faut faire que sur le fait que l'hydroxychloroquine c'est pas du tout la chloroquine, que l'hydroxychloroquine il faut la combiner avec un antibiotique sinon ça ne marche pas, etc. Et la majorité écrasante des gens n'étaient ni médecins, encore moins virologue, encore moins immunologue, encore moins épidémiologue, mais tout le monde est devenu expert en tout, avec un facteur de confiance énorme. Il y a des personnes qui se sont disputées dans une même famille autour de cette polémique du traitement, alors qu'un est architecte et l'autre est boulanger. Rien à voir avec le monde de la médecine, rien à voir avec la pharmacocinétique des virus, rien à voir avec quoi que ce soit, mais j'ai raison et les autres sont cons. Et c'est tout le temps l'autre qui est bête. C'est jamais moi. C'est tout le temps l'autre. Donc il y a ce traitement qui est meilleur de l'autre et aussi on ignore un effet qui peut très facilement se mettre en place avec l'illusion de connaissance qu'on appelle l'effet Cobra. L'effet Cobra vient d'une histoire que j'aime beaucoup, donc je vais la raconter. C'est en Inde, ils avaient un problème de cobra, de serpent. Donc, le gouvernement, qui a une illusion de connaissance sur comment fonctionne la psychologie des humains, se dit, je vais faire un programme pour mes citoyens. Ceux qui nous ramènent des cobras, on leur donne une prime. En gros, pour chaque cobra que vous tuez ou que vous nous ramenez, ils avaient une infestation de cobras. Le gouvernement vous donne, je ne sais pas, 2 €. Le gouvernement indien ne comprend pas du tout les sciences cognitives ni la psychologie. Et du coup, s'ils avaient demandé à un chercheur ou à un psychologue, normalement, ils auraient pu leur dire que c'est une très, très mauvaise idée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les citoyens ont vu que le gouvernement leur donnerait de l'argent s'ils ramènent des serpents. Ils ont ramené des serpents. Ils ont fait féconder entre eux. Du coup, chaque Indien ramenait 2 serpents et faisait quick pour avoir plein d'autres serpents. Emmener les serpents que lui, il a genre créé quelque part pour se faire de la thune, va chez le gouvernement commence à payer et le gouvernement commence à voir qu'il y a maintenant soudainement beaucoup, beaucoup plus de serpents que ce qu'ils avaient. Du coup, ils annulent la prime, les citoyens se retrouvent avec beaucoup de serpents qui ne leur servent plus à rien parce qu'il n'y a plus la prime, ils les relâchent dans la nature et ce qui avait commencé avec une sorte de mini-infestation de cobras est devenu une immense infestation de cobras parce qu'ils n'ont pas bien compris qu'est-ce qui est en jeu. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer avec Covid. Donc au niveau de l'individu, on peut tomber dans le stress qui peut être bon ou mauvais, on peut tomber dans un raisonnement motivé quand on a déjà décidé à l'avance ce que vont être nos opinions, et on peut aussi
tomber dans l'illusion de connaissance où on sent qu'on a compris quelque chose alors que ce n'est pas vraiment vrai et c'est juste une illusion de connaissance. Par contre, depuis le début, on parle juste de l'individu. C'est très important pour moi que vous ne vous focalisez pas seulement sur l'individu. Le contexte est crucial. Il n'y a pas de biais cognitif sans contexte. Il n'y a pas d'information si elle n'est pas contextualisée. Et dans le Covid, j'ai écrit une tribune qui est sortie aujourd'hui dans Libération. Si vous voulez, je peux vous mettre. Attendez, je vais vous mettre parce que c'est exactement sur ça le lien. Un instant. Hop. C'est que beaucoup de fois, on est en train de blâmer les individus, alors que des fois, c'est le contexte, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pardon. Hop. C'est que on ne peut pas blâmer les gens, par exemple, de ne pas s'être confinés dès le premier jour, quand l'information, par exemple, qui venait du gouvernement, qui est supposée être des gens qui savent, c'est leur boulot de nous informer, était en train d'envoyer, par exemple, des messages contradictoires. Quand on dit aux gens, vous devez rester chez vous coûte que coûte, il ne faut absolument pas sortir, mais vous savez, il y a les élections, donc allez à votre bureau de vote, ben, les gens ne vont pas hyper bien se confiner. Quand on dit, les masques, ça ne sert à rien, mais on va distribuer les masques à tout le monde, machin, là aussi, ce n'est pas très utile. Et je ne dis pas que le gouvernement est en train de le faire exprès ou pas, probablement, il ne savait pas. Mais il y a cette chose qui m'énerve moi profondément. J'ai écrit un article dessus sur Facebook, vous pouvez aller lire. C'est qu'on est dans une vision où on pense qu'il faut tout le temps rassurer les gens, qu'il faut genre ne jamais leur dire qu'on ne sait pas. Alors qu'en recherche, quand on fait des recherches sur communiquer l'incertitude, la majorité des gens, au contraire, ils préfèrent de loin qu'on leur dise écoutez, pour les masques, on ne sait pas encore, on va faire de notre mieux pour avoir des stocks au cas où on en aura besoin, que de leur dire les masques, ça ne sert à rien quand il n'y a pas de stock, et après remarquer qu'en fait, ça sert à quelque chose, ramener des stocks et dire maintenant, mettez les masques. Donc, et surtout quand les messages qui étaient envoyés par le gouvernement, par les chercheurs, parce que aussi les chercheurs se trompent, encore une fois, c'est un virus nouveau. Je ne sais pas si les gens prennent conscience de combien on est allé vite. Entre décembre et la fin janvier, à peu près 2 mois, on avait détecté que sur le globe, il y avait une nouvelle maladie qu'on n'avait jamais vue avant, détecter où est-ce qu'elle siège, trouver le pathogène, identifier sa séquence génétique, développer un test d'ARN local pour voir si les gens sont infectés ou pas, développer un test sérologique pour voir si les personnes ont eu une réaction immunitaire ou pas, et on a déjà des essais cliniques pour des traitements et des vaccins en moins de 2 mois, ce qui est du jamais vu de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment pour moi le truc le plus impressionnant depuis longtemps. C'est juste que parce que c'est nouveau, on ne sait pas. Donc on va dire des choses et après on va devoir faire marche arrière parce qu'on ne sait pas. Euh, euh, et du coup, par exemple, Anthony dit chez les chercheurs, ils acceptent la connaissance dans la population de non-chercheurs rarement. Ben, dans la population de non-chercheurs, je trouve que la population de non-chercheurs est rarement exposée à la non-connaissance. On veut tout le temps les rassurer. Et effectivement, je suis d'accord que des fois, c'est très infantilisant. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réouvert les parcs? J'ai parlé avec des personnes qui travaillent dans le gouvernement parce qu'ils n'ont pas assez d'agents pour contrôler si les gens vont s'amasser ou pas. Mais avoir besoin de contrôler, c'est avec les enfants, c'est pas avec des adultes. Normalement, avec des adultes, on leur dit et on espère, en tout cas, on leur donne la chance de prouver qu'ils sont des adultes. Au lieu de dire, ben, on ne va pas pouvoir avoir un prof qui les observe en classe, donc on va fermer la classe. C'est des adultes, c'est des citoyens qui sont nos égaux, pardon, c'est des dirigeants qui sont nos égaux, on est les égaux des dirigeants, on est tous des humains. Par exemple, quand on parle des dirigeants, c'est comme si la psychologie ne s'applique pas à eux. Mais le président a aussi des biais cognitifs. Le président peut aussi tomber en illusion de connaissance. Le ministre peut aussi tomber en raisonnement motivé. Et c'est important de garder en tête cela et d'apprendre petit à petit à communiquer l'incertitude, à dire quand on n'est pas sûr. Comme ça, on n'est pas obligé de faire ces injonctions paradoxales qui peuvent créer beaucoup de défiance. Et c'est, je pense, pour ça que la France est peut-être un des pays les plus sévères avec son gouvernement. Ce n'est pas parce qu'ils sont sévères sur la performance, mais c'est presque plus sur la communication, de changer tous les jours d'opinion, de passer d'un coup comme ci, un coup comme ça. Parce que quand on regarde les chiffres, la France s'en sort aussi bien ou aussi mal que les autres pays. Mais on exige une sorte de non-infantilisation des enfants, des citoyens, comme s'ils étaient des enfants,
alors qu'on demande aux parents d'expliquer à leurs enfants de quoi il s'agit. Donc, quelque part, euh, euh, c'est comme si on veut adultifier les enfants et on veut infantiliser les adultes. Et c'est un peu dommage. Je vous fais penser à un livre, Les Vertus de l'échec. Bah, je suis très content. Charles est un très bon ami à moi. Donc, euh, je suis biaisé, j'ai un raisonnement motivé vis-à-vis de ces sujets. Euh, et pour finir notre discussion aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, surtout dans les situations nouvelles, j'aime beaucoup cette citation de Dormesson. Méfiez-vous de l'évidence, elle change continuellement. Euh, Elle va encore changer beaucoup. On est encore dans des situations d'incertitude assez extrêmes. Une autre manière de se protéger, c'est ce qu'on disait, c'est de mettre nos connaissances en commun. Je ne peux pas me dire, bah, quelqu'un a trouvé un traitement tout seul, on va l'appliquer sur tout le monde. On a besoin de on peut dire le mot intelligence collective, mais surtout de fédérer nos connaissances. Einstein et Newton, deux des plus grands esprits scientifiques de l'histoire, disaient, par exemple, Einstein détestait quand on lui disait qu'il était un génie parce qu'il disait non, je suis debout sur les épaules d'un géant. Et c'est pour ça que je vois si loin. Et ce géant, c'est toute la connaissance que les gens avant moi ont amassée. La science, c'est quelque chose de collaboratif. C'est pour ça qu'on a des protocoles rigoureux. C'est pour ça qu'on prend notre temps. Parce qu'on a vu dans l'histoire de notre espèce combien on s'est trompé, combien on était sûr de quelque chose. En fait, on était vraiment à côté de la plaque. Et pour essayer de se protéger de tout ça, on a besoin de pouvoir s'évaluer les uns les autres. C'est pour ça qu'on fait du peer review en science. Il faut que d'autres experts puissent évaluer mon travail. Parce que si vous n'êtes pas expert, et moi je vous parle du cerveau, je peux vous baratiner tout ce que je veux. Je peux vous convaincre que qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, qu'on a un cerveau gauche créatif et un cerveau droit analytique, que la neuroplasticité, c'est un truc dément de fou et que je vais vous aider à mobiliser votre neuroplasticité, à la développer, etc., etc. Et même les plus grands scientifiques ont créé pseudosciences, bien sûr, parce qu'un grand scientifique est souvent un grand scientifique sur un sujet très, très précis. Et donc, dès qu'on en sort, ça devient un peu n'importe quoi. J'ai évoqué 3 points, le stress, le raisonnement motivé et l'illusion de connaissance, ou ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et tout ça est conditionné par le contexte. Il faut qu'il y ait de l'homogénéité, etc. On ne peut pas dire que les gens sont irrationnels quand on leur envoie de l'information de mauvaise qualité. Et c'est ce que j'explique un peu dans ma chronique qui est sortie aujourd'hui pour Libération. Il faut aussi séparer la différence entre danger et risque. Un danger, ce n'est pas nécessairement un risque. En anglais, on appelle ça hazard et risk. Et l'OMS, par exemple, classifie les choses souvent par rapport au danger et pas par rapport au risque. C'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas, par exemple, la 5G, et je ne défends pas la 5G, je suis contre la 5G pour des raisons écologistes, pas du tout pour des raisons de santé. Mais sur le niveau de la santé, la 5G est classifiée avec autant de risques de cancer que l'aloe vera, que boire un café et boire du thé. On appelle ça la classe 2B. Parce que l'OMS n'évalue pas le risque, elle évalue le danger, le hazard. C'est combien est-ce que quelque chose peut être dangereux. Donc, par exemple, monter les escaliers, ça peut être dangereux, mais ce n'est pas nécessairement un risque. Le risque, c'est combien, si le danger se produit, combien est-ce que ce risque est grand. Et c'est important de séparer le hasard du risque. Et oui, il faut se méfier de nous à chaque instant. Comme disait Bachelard, penser contre son cerveau. Aussi, pondérer nos opinions. Je peux être pour quelque chose à 20%, contre à 30% et incertain à 50%. Je ne suis pas obligé d'être soit à 100% pour, soit à 100% contre quelque chose. On peut aussi être attaché à pourquoi on a une opinion plutôt qu'à l'opinion en elle-même pour se protéger des raisonnements motivés. C'est-à-dire, est-ce que je peux expliquer pourquoi je crois que l'hydroxychloroquine est un bon traitement? Est-ce que c'est parce que je sens que les gens sont en train de se battre contre Raoult et que moi j'ai un raisonnement motivé et que les gens qui sont anti-système, ils ont souvent raison, en sachant que Raoult n'est pas anti-système, il était à l'INSERM. Ou est-ce que je crois pourquoi je pense que c'est un mauvais traitement ou un bon traitement parce que je m'y connais en pharmacocinétique, par exemple? Accepter l'incertitude et accepter que lire des choses sur Internet, regarder des vidéos, regarder des YouTube. Je signe mes articles sous mon nom, oui, absolument, je signe mes articles sous mon nom. J'écris des chroniques dans l'Express pour ceux qui veulent lire ce que j'écris une fois par mois, des articles autour des neurosciences. J'ai signé la tribune dans Libération, j'ai un livre et souvent j'écris des posts sur Facebook. Mon profil Facebook est public, même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez y aller. J'essaye de publier sur LinkedIn, mais je suis un peu flemmard et il y a trop de réseaux sociaux et j'ai besoin de faire des choix parce que j'aime bien aussi faire autre chose dans ma vie. Euh, mais c'est sous mon nom.
accepter l'incertitude, accepter que lire des choses sur Internet ne constitue pas une opinion éclairée. On a tous le droit d'avoir une opinion, mais ce serait bien si on a tous une opinion éclairée et pas juste une opinion juste comme ça. Et là, j'ai une erreur dans ma diapo que je vais corriger parce que ça m'énerve. C'est éclairé, pas clairé. Je ne sais pas ce que ça veut dire clairé. Hop. Et quand on communique, de garder en tête que les autres ont les mêmes biais que nous. Et du coup, d'essayer d'être le moins frontal possible dans des cas de raisonnement motivé, de prendre le temps d'expliquer pourquoi une personne, vous pensez qu'elle est en illusion de connaissance, de se dire que peut-être c'est moi qui suis en illusion de connaissance et pas elle, qu'elle, elle va réduire l'ambiguïté aussi, donc d'être le moins ambigu possible, et que tout est conditionné dans un contexte. Je vais vous laisser avec 2 citations que j'aime beaucoup. Une, c'est de moi, et ça fait bizarre de se citer, mais vraiment, je l'aime beaucoup, c'est ma citation préférée. C'est ça, une des idées les plus dangereuses qu'on peut avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. Franchement, si tout le monde était comme moi, on serait tous dans la merde. On a besoin de variabilité. Et si je travaille sur le raisonnement critique depuis tellement longtemps, s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que je ne peux pas me faire confiance. La meilleure métaphore que j'ai sur ce point, c'est le bonto. J'habite dans le 18e, à côté du Sacré-Cœur. Il y a dans la rue plein de gens qui font le bonto, vous voyez, le jeu tac, tac, tac. Et un de mes hobbies, c'est les tours de magie. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment hyper bien étudié le bonto. Je pense que je connais le bonto genre aussi bien que n'importe quelle personne sur la planète. Et je connais tellement bien le bonto que je sais qu'il ne faut jamais y jouer. Parce que je sais qu'on va perdre si on y joue. Et du coup, c'est la même chose pour le raisonnement critique. J'ai fait tellement d'études sur le raisonnement critique que j'ai compris que je ne peux pas me faire confiance. Pas j'ai compris que je suis un raisonneur critique et donc que je ne vais plus avoir de biais. Au contraire, j'ai compris que c'est pas possible de ne pas avoir de biais et que j'ai besoin des autres. Et les autres, j'espère, ont besoin de moi aussi. Et la dernière citation, ça vient du Docteur Who, que j'aime aussi beaucoup. C'est qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis. C'est un peu ça, l'acte de réfléchir, même l'étymologie du mot, c'est refaire quelque chose. Et du coup, revoir nos pensées et changer d'avis, pas essayer de les confirmer. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si ce sujet vous intéresse, comme je vous disais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Et sinon, s'il y a d'autres questions, des choses que vous voulez dire, je pense qu'on a encore un peu de temps. Donc, je suis là pour ça. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voulez activer, vous ne pouvez pas activer le micro. Je vais fermer ça. Tac, tac, tac. Comme ça, je peux vous revoir. Stop share, comme ça. Je ne veux pas d'autres. Je ne sais pas si Lucas veut revenir. Vous parler, vous dire quelque chose vers la fin. Salut. Salut. Bon, du coup, par contre, les micros, on peut pas forcément les Oui, réactiver. oui, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'était super intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'était vachement clair, donc merci beaucoup pour ça. Ah, merci pour vous. Je pense que je sais pas si les gens ont des questions, du coup. Pour les cours d'autodéfense, il y a beaucoup de choses en ligne. Si vous comprenez l'anglais, il y a un super cours sur edX qui est encore gratuit, qui s'appelle The Science of Everyday Thinking. Oh merde, je l'ai envoyé. Pardon, Christelle Castin, vous envoyez un message en privé sans faire exprès. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de vous envoyer juste à vous. Ça s'appelle ça. Ah, merde. Sur edX. Il y a le petit manuel d'autodéfense intellectuelle de Noam Baillargeon aussi, qui reprend un peu des choses comme ça. Mais souvent, malheureusement, l'autodéfense intellectuelle, c'est pour se protéger des autres. Et je pense qu'on a besoin d'autodéfense intellectuelle pour se protéger de soi. Et je peux vous envoyer les slides, il n'y a aucun problème. De toute façon, si c'est filmé, ça va être mis en ligne avec les slides. Donc. Oui, on enverra depuis l'Union des Savoirs. On verra les slides. Ouais. Donc les deux jumeaux distants d'un mètre, mais perçus comme une même personne, ne pensent pas la même chose parce qu'un mètre les sépare. Ils sont deux individus qui ont une façon. C'est pas juste parce que le mètre les sépare. En fait, la séparation d'un mètre fait qu'ils vont pas regarder dans le même endroit, ils vont pas peut-être déglutir au même moment, ils vont pas cligner au même moment. Et vu qu'on peut pas appréhender tout le monde, c'est comme si on a un monde en commun tous, mais on regarde à travers le clé d'une serrure. Et ces deux frères jumeaux, même si leurs serrures sont plus proches que d'habitude, ils vont quand même voir des parties différentes de la pièce. On a des sortes de limitations biologiques qui font qu'on ne peut pas tout stocker. Et selon ce qu'on va stocker, ça va conditionner nos a priori pour le futur.
il y a une liste et une typologie des biais. J'ai fait la traduction en français. Vous pouvez taper codex biais cognitifs. Vous allez tomber dessus. Et il y a une page Wikipédia avec tous les biais. Il y en a peut-être 200 ou 210. Je ne sais plus on était à combien. Mais vous tapez codex des biais cognitifs. Ça ressemble à... En fait, moi, je te vois, ça ressemble à ça. Sur mon bureau, attendez, j'ai une version en noir. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous voyez maintenant. Mais normalement, vous voyez mon bureau. Et donc là, il y a les différents biais. Il y a des biais parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Il y a des biais parce qu'il y a trop d'informations et donc il faut qu'ils fassent des choix. Il y a des biais parce qu'on doit agir vite. Et il y a des biais, c'est pas là, mais c'est un peu plus bas, parce qu'il faut créer du sens. Et des fois, on ne sait pas comment créer du sens. Après, la version sur Internet, vous allez trouver en blanc. Normalement. Faut-il débunker? Je pense que ça dépend comment on débunk. C'est utile de débunker pour les personnes qui sont déjà convaincues, pour avoir des arguments qui vont les renforcer. Souvent, quand on debunk, on pense juste aux gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est bien aussi d'expliciter aux gens qui sont d'accord pourquoi on est d'accord. Par contre, pour les gens qui ne sont pas d'accord, le debunk, ce n'est pas nécessairement ce qui marche le mieux, mais ça marche relativement bien. Pour les biais, vous pouvez lire aussi L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Vous pouvez aussi lire mon livre. Moi, comment j'écris mon livre, ce n'était pas juste sur les biais, c'était pour expliquer. En fait, les biais sont tout le temps conditionnés par un contexte. Donc, j'explique aussi pourquoi est-ce que ces biais sont activés. Genre, par exemple, le stress va activer des biais de catastrophisation, le raisonnement motivé va activer des biais de sélection, etc. Donc, j'explique la raison de pourquoi on active les biais et pas juste les biais en tant que tels. J'essaye de lire tout. Que penser des croyances religieuses? Il faut séparer les croyances sur comment fonctionne le monde des croyances sur comment fonctionne le monde naturel, par exemple sur la morale et les valeurs. Bah, c'est des différences d'individus. Si on est tous des raisonneurs critiques, on ne penserait pas tous la même chose. C'est un piège que je vois souvent. Les gens pensent que si on a tous un raisonnement critique, on va avoir une pensée unique. Pas du tout. Il n'y a pas, par exemple, une manière critique ou pas de défendre si euh, on a le droit de tuer ou pas. Ça va être très très compliqué de défendre ça de manière critique ou pas. Donc il y a tout un monde de valeurs, de morale, d'éthique qui dépend de la valeur de chacun. Et donc, est-ce qu'il faut redistribuer les ressources? Est-ce que l'héritage, c'est quelque chose qui est acceptable ou pas? Si moi je suis un zillionnaire, est-ce que mon enfant a le droit d'être zillionnaire aussi ou pas? C'est des questions qui sont très différentes. Les religions changent beaucoup au cours du temps. C'est très difficile d'en parler. Pendant une période, ils avaient une fonction sociétale de répondre à des questions qui taraudaient tout le monde. Puis elles se sont transformées en un signal social d'appartenance à un groupe. Ça est devenu un peu comme une équipe de foot. Et les textes religieux sont parmi les textes les plus ambigus. Donc on peut les interpréter et mettre de soi ce qu'on a envie de mettre. Et c'est ça qui explique leur longévité dans le temps. Parce que si vous êtes anti-science ou pro-science, anti-évolution, pro-évolution, vous pouvez faire dire à la Bible, au Coran, ou au Talmud, ou à Bhagavad Gita, ou aux Upanishads, ou à plein de textes, ce que vous avez envie pour montrer que ce texte, en fait, est en accord avec ce que vous croyez. C'est une sorte de raisonnement motivé poussé à l'extrême. Quelqu'un pose une question sur Wikipédia. Wikipédia, ce qui est bien avec Wikipédia, c'est que quand c'est des pages qui sont pas très bien sourcées, ils mettent en bandeau que cet article est controversé. Et donc, c'est assez facile de voir quand on ne peut pas faire confiance, mais pour des choses plus générales, parce que tout est sourcé, vous pouvez vérifier les sources, et si les sources sont de bonne qualité, on peut à peu près généralement se dire que c'est correct, mais vous n'allez pas les utiliser pour publier, par exemple, un article de recherche. Moi, j'utilise beaucoup Wikipédia comme un point d'entrée pour trouver qu'est-ce qui est le plus cité dans les références et aller lire les références. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans l'ignorance de connaissances et non dans l'ignorance? C'est souvent les autres qui nous le disent, ou bien par l'expérience. Ça ne marche pas à répétition et à un moment, il faut juste se plier à l'évidence. Par contre, si on est en illusion de connaissance en conjonction à un raisonnement motivé, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les biais ne viennent rarement seuls, ils s'imbriquent les uns avec les autres. Et du coup, par exemple, une illusion de connaissance couplée à un raisonnement motivé, ça va être assez compliqué. Euh,
comment interpréter les informations que nous recherchons au quotidien lorsqu'on recherche l'autodéfense cognitive. Euh, Mobiliser autant de sources variées que vous pouvez, et les sources variées et concordantes sont une bonne manière de au moins limiter euh, euh, les chances qu'on a de se tromper. Pour des sources fiables, vous pouvez aller sur les sites de l'INSERM, le CNRS. Vous pouvez aussi aller sur scholar.google.com, qui est le Google des articles de recherche, qui marche aussi très très bien. Si vous êtes familier avec la lecture d'articles scientifiques, c'est vraiment un peu le gold standard. Vous pouvez à peu près les pirater sur sci-hub.tw, parce qu'il y en a beaucoup, il faut payer, il faut refuser de donner de l'argent à Elsevier. Ils ont déjà arnaqué trop de chercheurs dans leur vie. Euh, que dire des biais cognitifs et des troubles psychiques? Donc moi, dans mon travail de psychologue, effectivement, je travaille beaucoup sur les biais cognitifs selon les pathologies. Les TOC ont des biais cognitifs qui sont caractéristiques aux TOC, qui sont différents des troubles anxieux, qui sont différents des troubles de l'humeur. Et donc, effectivement, je fais dans mon approche thérapeutique ce qu'on appelle de la psychoéducation. Je vais essayer d'expliquer comment fonctionne le cerveau et quels sont les points les plus communs pour la pathologie qui est en cours, et pourquoi est-ce que le cerveau mobilise ces biais-là dans certains troubles psychiques. Euh, donc même des IA entraînées d'après des données spécifiques auront des biais de motivation aussi. Les IA ont absolument des biais parce qu'il y a un humain derrière qui les code. On ne sait pas encore faire ce qu'on appelle de l'IA forte, donc un peu de l'IA qui a sa propre agentivité. Même les IA qui commencent à partir de rien, par exemple les IA d'échecs. Moi, j'aime bien jouer aux échecs et je suis pas mal ce qui se fait sur les IA d'échecs. Même les IA donc il y a deux façons d'entraîner des IA d'échecs. Ou bien on leur fait entraîner des parties, et elles commencent à pouvoir jouer, ou bien on leur explique juste les règles du jeu, et ça c'est plus récent, et elles développent leur stratégie. Et si vous regardez une IA qui n'a pas étudié des parties humaines, elle ne joue pas du tout comme un humain, mais il y a quand même des raisonnements motivés qui viennent de l'humain qui l'a codé. D'ailleurs, on est en train d'injecter maintenant des heuristiques même dans les IA pour les rendre plus efficientes, quitte à ce qu'elles se trompent plus souvent. Observe-t-on souvent des phénomènes du style de la maladie du prix Nobel. Je ne sais pas c'est quoi la maladie du Nobel, mais si la maladie du Nobel, c'est le fait qu'il ne puisse pas recréer autre chose après le prix, je ne pense pas que ça soit... donc j'ai juste inféré ce que ça veut dire la maladie du prix Nobel. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Euh, euh, ah ok, il y a aussi le Nobel qui se met à dire n'importe quoi. Alors c'est deux choses séparées. Il y a quelque chose qui est les Nobel qui n'arrivent plus à reproduire ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à fait normal parce que pour gagner un Nobel, déjà c'est hyper rare. Et de faire deux fois de suite, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est normal. Pour les Nobel qui commencent à péter des câbles un peu, je pense que là on est dans un biais de sélection. Il y a beaucoup de Nobel qui n'ont jamais pété de câbles. Et souvent ceux qui commencent à péter des câbles, c'est soit bien plus tard que leur Nobel. Par exemple, le professeur Montagnier, je pense que ses recherches étaient dans les années 80. Voilà. Soit sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leurs compétences. Par exemple, souvent, je vois sur Internet des gens qui citent Einstein sur les relations interpersonnelles. Il ne s'y connaît pas, le mec. Genre, vous pouvez arrêter quelqu'un dans la rue, il s'y connaît plus qu'Einstein sur quoi dire à la personne que vous aimez, quoi. Donc, être expert dans quelque chose, genre si moi je suis très bon, j'espère, dans mon domaine de discipline, si vous me posez une question sur la physique quantique, je peux être une grosse brêle. Hein. Il y a pas... Je m'y connais pas. Hein. Euh, La dernière fois, j'étais sur une table ronde sur la 5G. Moi, j'étais juste en train de parler de l'ambiguïté de ce que je vous ai dit ici. Il y avait 4 médecins et un ingénieur télécom. Et les médecins parlaient de la physique plus que l'ingénieur télécom. Et à un moment, je leur ai dit, mais comment vous savez tout ça? Genre, vous avez eu le temps de faire vos études de médecine et faire une étude sur la nature des ondes électromagnétiques. Et ils étaient juste en illusion de connaissance, parce qu'après, l'ingénieur leur a dit qu'ils avaient tout compris à l'envers. Euh, et ResearchGate aussi. L'empathie est-elle possible? Oui, l'empathie, c'est quelque chose de notre fonctionnement de la cognition sociale. Et encore une fois, les biais, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Par exemple, l'empathie, c'est aussi des biais avec les gens qui me sont proches, et c'est très très bien. Je veux absolument avoir des biais avec mon meilleur ami. Parce que si mon meilleur ami me plante au cinéma, et après, je ne veux pas avoir des biais de sélection, et je veux me rappeler de tout, et de toutes les fois qu'il m'a planté, il ne va pas être mon ami. Si mon fils, je n'ai pas un raisonnement motivé avec mon fils ou avec ma fille, bah, je ne vais pas avoir un amour inconditionnel pour eux, hein, ni même conditionnel. Et je vais probablement, au bout de 2 semaines, les rendre, dire genre, est-ce qu'il y a un retour à l'envoi à l'expéditeur?
Donc, c'est très important d'avoir des biais. Et les biais de la vie ordinaire nous aident énormément à avoir des liens, à se dire que la personne avec qui on est en couple, c'est la meilleure personne sur la planète, alors que pas du tout, elle est juste moyenne comme tout le monde, comme moi, comme vous. Euh, mais c'est nos biais qui nous permettent de faire tout ça. Montagnier dit que le Covid est créé par la 5G. Non, ce n'est pas du tout son domaine. Il ne s'y connaît pas ni en Covid ni en 5G. Montagnier, il a travaillé sur le sida. Et du coup, le sida, le Covid, ce n'est pas du tout la même chose. Et la 5G, c'est encore autre chose. Euh, comment sensibiliser les personnes sans aucune connaissance d'un domaine très adepte de fake news et du danger de ces dernières quand elles sont sûres d'avoir raison? Il ne faut pas les sensibiliser, il faut juste leur expliquer que ce serait pas mal de juste douter, d'avoir 1% de doute. En fait, le jeu est très asymétrique. Je vais donner l'exemple des vaccins. Si moi je suis médecin, vous venez d'avoir un enfant, je veux vous convaincre que vous devez vacciner votre enfant, il faut que je vous convainc à 100%, sans l'ombre d'un doute. Si moi je suis anti-vax et vous êtes un parent et vous voulez vacciner vos enfants, j'ai juste besoin de vous planter 1% de doute. Je vais vous dire, écoute, les vaccins c'est très bien, mais il y a 1% de chance que ça soit vraiment mauvais. Est-ce que tu veux prendre cette chance sur ton fils ou sur ta fille? Et la personne va dire non. Donc le jeu est asymétrique. Et c'est un peu la même chose. Et le but, c'est jamais d'essayer d'être dans la persuasion pour convaincre l'autre, parce que des fois, peut-être que c'est moi qui devrais changer d'avis, mais que moi, aussi bien moi et lui, qu'on puisse instaurer un tout petit peu de doute, sans jamais tomber dans ce qu'on appelle la fausse équivalence. C'est pas parce qu'on doute que tout se vaut. Genre, genre s'il y a quelqu'un qui dit que l'eau bout à 100 degrés dans les conditions naturelles de température et de pression et l'autre dit à 50, on ne peut pas dire bah, vous avez tous les deux un peu raison, donc on va faire la moyenne et on dit que l'eau bout à 75. C'est important d'expliquer pourquoi je crois, mais de garder en tête que ce que je crois risque d'être faux et d'avoir besoin de preuves autant que ce qui est affirmé. Si quelqu'un veut m'affirmer que la Terre est plate, je suis prêt à l'entendre, mais j'espère qu'il a de putain de bonnes preuves, pas qu'il me dise bah, regarde l'horizon, il est plat. Parce que ça ne va pas le faire. Ben, les phobiques, je vous peux vous recommander ma thèse. J'ai écrit une thèse sur la phobie sociale. Je ne sais pas si elle est en ligne. Sinon, oui, ça dépend des phobies. Si c'est sur les phobies sociales, il y a un super livre de Stravinsky qui s'appelle Social Phobia, tout simplement. Si c'est sur d'autres phobies, c'est autre chose. Des articles sur les biais et les pathologies mentales, j'y travaille, ça n'existe pas encore beaucoup. Mais il y en a selon les pathologies. Vous allez sur scholar.google.com, vous tapez biais cognitif, mais en anglais, cognitive bias et depression, cognitive bias, anxiety disorder, cognitive bias, personality disorder, etc. Et vous allez trouver pas mal d'articles, mais il n'y a pas encore de livre écrit dessus. Et absolument, il y a des biais quand on s'intéresse aux dynamiques du groupe. Les biais, encore une fois, le biais ne veut rien dire. Un biais de confirmation ne veut rien dire en dehors d'un contexte. Donc, il y a forcément des mécanismes de biais groupaux et des mécanismes de biais individuels selon ce qui est en jeu. Et là aussi, vous pouvez taper, il y a pas mal d'articles là-dessus. Il n'y a pas encore beaucoup de livres. La majorité des livres sur les biais, malheureusement, sont très axés debunking, pseudosciences, les vaccins, l'évolution, etc. Et je pense que ce serait pas mal de faire quelques livres sur les biais de manière, soit les biais de la vie ordinaire, les biais quand les biais sont bons, comme avec mes enfants, avec ma copine, etc. Soit les biais, par exemple, dans les mécanismes groupaux, des choses comme ça, où ça se passe, où c'est un peu plus intéressant aussi. Il y a pas mal de livres en anglais. Il y a Why Are We Yelling de Buster Benson, qui est pas mal aussi sur comment avoir de meilleures conversations. Il y a Street Epistemology aussi, il y a une conférence TED sur comment discuter. Donc, toutes les personnes qui posent des questions sur comment discuter avec les gens pour les changer d'avis, etc., vous pouvez utiliser la street épistémologie. J'ai oublié comment s'appelle l'auteur, je suis désolé. Ou Why Are We Yelling de Buster Benson. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre tout ça assez tôt à l'école? Si, absolument, et on est en train d'y travailler. Il y a la fondation La main à la pâte d'Elena Pasquinelli qui y travaille. Elle a écrit 2 livres qui sont à destination des profs, des livres de manuels scolaires sur comment faire ça. Et les livres s'appellent Esprit critique, Esprit scientifique. Et il y a pour le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle, des manuels pour les profs. Et on travaille énormément avec l'ancien gouvernement pour changer le programme du ministère de l'Éducation, mais quand on recrée, à chaque gouvernement, on recommence de zéro, c'est un peu fatigant et on va voir comment ça se fait. Et en entreprise, je fais des formations en entreprise aussi sur comment tout ça fonctionne. C'est un peu de ça que je veux. Parce que c'est ni la psychologie, ni être prof à la fac qui paye, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup.
Si vous avez d'autres questions, je suis disponible sur les réseaux et à bientôt peut-être.